Donc ça y est, j'ai relancé. Euh, on va revenir sur la déliquescence de nos institutions, sur la déliquescence de notre société, de nos institutions. Euh, Comment est-ce qu'on en est arrivé là et qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour restaurer cette société? Très très bonne question, merci de l'avoir posée. Alors, la délicatesse. Partons du programme du Conseil national de la résistance. D'accord. Donc, qui, sous l'occupation, avait commencé à écrire les fondements d'une nouvelle société qui a en partie pu être réalisée en 44-45 et les années suivantes, pour une raison claire, c'est que les voraces, ayant trempé dans la collaboration, ont dû se taire pendant un certain nombre d'années. Parce qu'autrement, on les rattrapait par la peau du cou. D'accord. Et puis, petit à petit, on a oublié l'affaire de la Seconde Guerre mondiale, et puis ils ont repris du poil de la bête. Et comme je le disais tout à l'heure, ils ont tout squatté. Y compris la monnaie, l'écriture des lois et tout l'appareil industriel et commercial. Et les autoroutes, ils ont tout pris. D'accord. Donc maintenant, ils nous mènent la dragée haute. Et ça, c'est dû essentiellement à une chose. Le fait qu'ils aient pu faire ça, c'est parce que la possibilité pour on ne devrait pas dire nos élus, de nous trahir, la possibilité pour les élus de nous trahir est gravée dans la Constitution de 1958. Les citoyens ne sont pas présents dans la Constitution de 1958, qui a été votée par des gens dont la plupart sont morts. N'est-ce pas? Il fallait avoir 21 ans, et c'était il y a 82 ans. Enfin, ils ont au minimum 82 ans. Voilà. Donc c'est les morts qui ont créé notre prison. Mais nous sommes néanmoins totalement soumis à ce texte dans lequel nous ne sommes pas présents, sauf dans le préambule. Il y a trois textes anciens qui sont référencés, dans lesquels le citoyen est présent. Mais, curieusement, ce qui est dans ce préambule n'est pas respecté par les politiciens. Après, dans le corps technique qui suit le préambule, donc le corps technique de la Constitution, je crois que le citoyen n'est présent qu'une fois, dans l'article 3. La souveraineté appartient au peuple. Jusqu'ici tout va bien. Qui l'exerce à travers ses représentants. Donc en fait, il ne l'exerce pas. Et à travers le référendum, on a vu en 2005 ce que ça veut dire. C'est-à-dire que les citoyens n'ont pas le pouvoir de dire stop. Donc, pour répondre à cette question, nous sommes quelques centaines ou milliers en France à organiser des ateliers constituants. C'est-à-dire que nous nous réunissons, ça peut être entre 10 et 400 personnes. C'est ça le grand débat. Et nous travaillons parfois sur un seul petit point constitutionnel. D'accord. Par exemple, un micro-atelier que j'aime bien citer, c'est des gens qui sont réunis autour d'une table et puis qui écrivent les monnaies locales n'ont pas besoin d'être adossées à l'euro. Une phrase qui serait dans la Constitution. Ça change tout. C'est un simple truc comme ça peut changer toute l'organisation de la France. Parce que les communautés locales vont pouvoir se créer leur monnaie, alors qu'à l'heure actuelle, elles n'ont pas le droit de le faire. Après, il faudrait partir dans les théories monétaires qui me passionnent, chartalisme et autres. Et donc, à travers ces ateliers, ce qui est important, c'est pas... Beaucoup de gens croient que quand on organise des ateliers constituants, on est en train d'écrire la Constitution. Non, ça, c'est précoce.
C'est trop tôt pour le faire. Ce qui est important, c'est que les gens prennent conscience de leurs compétences. Parce qu'on leur a fait croire qu'ils ne sont pas compétents. On leur a fait croire que donc ils doivent nommer des gens qui feront le boulot à leur place. La prison qui a été construite, elle a été construite de manière très maligne. D'accord ? On fait croire aux gens qui sont incompétents, donc ils délèguent. Et à partir de ce moment-là, ils sont foutus. Par contre, si nous organisons des ateliers constituants, ils s'aperçoivent que finalement, repérer les pièges du texte actuel et inventer des solutions, c'est pas si compliqué. Et pendant qu'on était en off, là, tu as parlé des gilets jaunes, et c'est ça qui s'est passé chez les gilets jaunes, qui sont tant décriés sur BFM TV. J'ai pas la télé, mais les nouvelles viennent à moi quand même. Pour moi, c'est pas un soulèvement, c'est une élévation, les gilets jaunes. Donc je suis vraiment aux antipodes de ce que racontent certains journalistes. C'est une élévation en ce sens que les gens ils sont encore dans la complainte. Tournez vers les élus, s'il vous plaît, accordez-nous un peu plus. Mais ils ont parfaitement compris que ça ne suffira pas. Que s'ils obtiennent une victoire de détail, par exemple la suppression d'une taxe, ça ne sera qu'une victoire éphémère. Et ce qu'ils veulent, c'est le pouvoir politique. Et ils ne veulent pas un leader. Ils ne veulent pas un parti qui va faire les choses à leur place. Ils veulent le pouvoir politique. C'est-à-dire, à minima, on va dire qu'il y a deux niveaux. Il y a un niveau supérieur qui serait la réécriture complète de la Constitution, et un minimum qui permet d'échapper à la prison, c'est le RIC, le référendum d'initiative citoyenne, qui permettrait aux citoyens de réécrire la loi, de réécrire la Constitution, article par article ou globalement, de révoquer les élus qui les trahissent et de faire toutes sortes de bonnes choses. Alors, on parle de RIC en toute matière. Beaucoup de gens donnent une liste de 4, j'aime pas trop, je préfère dire en toute matière, de façon à ce que ça reste complètement ouvert. Si on est citoyen, dans une civilisation un peu telle que celle dont je parlais il y a un certain temps, les citoyens sont les souverains. Ils sont collectivement le souverain. Et pour qu'ils soient collectivement le souverain, il faut qu'ils aient le droit d'écrire eux-mêmes la loi sans qu'aucune élite ne vienne se mêler de leur travail. Alors après, évidemment que les mécanismes ne sont pas forcément simples. Mais il faut d'abord poser le cahier des charges de la démocratie avant de dire comment elle va fonctionner. En ce moment, on est dans l'antidémocratie élective. La démocratie réelle, c'est quelque chose qui peut être assez difficile à concevoir, mais il faut déjà poser le cahier des charges. Le cahier des charges, c'est que les citoyens sont collectivement souverains et aucune élite, aucune section du peuple, comme on disait dans les textes de 1789, ne doit pouvoir s'emparer de leur pouvoir. Tu évoques la restauration de la société par la restitution du pouvoir au peuple. Dans l'hypothèse où cela ne se produirait pas, où va-t-on ? Et alors, a-t-on vu ? Donc, est-ce qu'on... Donc, je comprends peut-être mal ta question, mais je l'entends comme, est-ce qu'on peut espérer un sauveur ? Pourquoi pas ? Parce que ça ne s'est jamais vu. Depuis 1945, alors De Gaulle a été moyennement honnête, pas mal, mais depuis 1945, tous les présidents de la République nous ont trahis. Et avec eux, leurs ministres et le Parlement lorsqu'ils avaient la majorité. Et même quand il y a eu la cohabitation, ça a continué. Toujours on nous a trahis.
Cette trahison que tu évoques, qu'elle soit des politiques, des industriels, de la finance, donc de l'ensemble des mondes qui nous asservissent, conduisent, disent certains, à une catastrophe pour l'ensemble de notre humanité. J'évoque celle du climat, j'évoque celle de l'effondrement des sociétés, de la fin de nos retraites, par exemple. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Alors il faut parler de l'idéosphère. Alors l'idéosphère, ça s'appellera aussi possiblement l'Akasha Chronica. Donc là on entre dans la perception chamanique du monde. Il y aurait, dit-on, peut-être est-ce une légende, autour de la Terre, un peu comme la couche de Van Allen, une couche dans laquelle toutes nos idées, même celles qu'on ne prononce pas, vont s'incruster ou rebondir. C'est-à-dire que toutes les idées qu'on a en soi vont aller nourrir cette idéosphère. Et si on est nombreux à penser d'une certaine façon, donc s'il y a un tsunami de pensée polarisée, fatalement, cette pensée se réalise. Donc, le discours sur la collapsologie, je veux bien. Mais attention, je préfère parler des remèdes que de parler de la catastrophe. Parler de la catastrophe, ça peut servir à réveiller les dormeurs. Mais ça n'apportera pas de solution. La spiritualité, l'éveil des esprits est la solution. Et le fait, pour rebondir sur ce que tu viens d'évoquer, ce que nous appelons l'intuition, le don, le talent, ne serait éventuellement qu'une connexion personnelle ou collective avec cette idéosphère? Moi, je ne veux pas rentrer dans la topologie de la magie. Je dirais non. En fait, là, tu as employé des mots qui n'allaient pas vraiment ensemble. Tu as employé don, je ne sais plus, ça m'a échappé. Intuition, talent. Intuition, talent, don, non, ça n'a rien à voir. On peut avoir de l'intuition et du talent et ne pas être dans le don. Un grand capitaliste, un grand capitaine d'industrie, comme ils disent, un Carlos Ghosn, c'est un polygone, Carlos Ghosn, il peut avoir de l'intuition et du talent, c'est possible, mais il n'est pas dans le don. C'est des choses différentes. Pour moi, tu as employé le mot spiritualité, moi je l'emploie volontiers, mais je reste toujours dans la spiritualité laïque, c'est-à-dire sans affiliation. Donc c'est une spiritualité dont chacun sait de quoi il s'agit, mais dont personne ne peut dire ce que c'est. Donc, quand on en est habité, on sait. Il y a un mot, c'est l'indicible. Il est impossible d'en parler, parce qu'à partir du moment où on en parle, on catégorise et on crée de la religion. Voilà. Maintenant, effectivement, ce qui peut ou doit sauver le monde, c'est cette forme de spiritualité laïque ou de conscience, de conscientisation, la perception de l'unité, qui à l'heure actuelle est en jachère. Elle est asséchée. Et comme il y a justement ce travail sur la Constitution et ce travail nécessaire d'élévation des consciences, ça va ensemble. Parce qu'au moment où des gens se réunissent pour réfléchir sur le texte qui va définir les règles de la société, d'accord, et ce sont des modestes qui font ça, donc ils ne sont pas en conflit d'intérêts, comme le sont nos entre triple guillemets élites. Ces gens-là vont automatiquement voir leur niveau de conscience s'élever. L'expression que j'emploie souvent, leur nombril s'évapore miraculeusement. D'accord ? L'intérêt général finit par être
au minimum aussi important que le leur propre. Donc ce travail constituant, sans en avoir l'air, est un travail spiritualiste qui élève les consciences jusqu'à un niveau, à l'heure actuelle, interdit. Interdit par qui? Interdit par les paradigmes, les institutions, les lois. Nous avons le droit de débattre, mais nous n'avons pas le droit de décider. À partir du moment où nous n'avons pas le droit de décider, nous renonçons à débattre. Sauf des farfelus dans notre genre. Hein, le Pékin normal, quand on lui dit ouais, moi ça m'arrive d'aller au PMU puis de discuter avec les gens, la réponse c'est de toute façon ils font ce qu'ils veulent. C'est une pensée profonde, profondément philosophique ça. De toute façon ils font ce qu'ils veulent. Donc à quoi bon m'investir? Pourquoi est-ce qu'ils font ce qu'ils veulent? Parce que c'est écrit dans les textes. Ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Le président de la République et le Premier ministre peuvent gouverner par décret, les 49.3. Ils font ce qu'ils veulent. Ils peuvent signer des traités internationaux, comme CETA, TAFTA, que les parlementaires n'ont pas le droit de lire. On en est là. Et dans ces traités, il y a une abdication totale de la souveraineté humaine face aux personnes morales qui ne sont ni des personnes ni morales. Je parle des transnationales. Les transnationales, c'est des bêtes, c'est des monstres qui ont la capacité juridique alors que ce ne sont pas des êtres humains. Et nos, toujours triple guillemets, élus, nos élites, sont en train de mettre en place des traités qui permettent à ces monstres de nous attaquer en justice quand on se défend contre eux. Là, on arrive à des niveaux de... C'est même pas de la trahison, c'est de l'inconscience caractérisée. C'est-à-dire que des gens comme les deux derniers présidents français, l'actuel et le précédent, sont en train de vraiment non seulement trahir, mais assassiner l'espoir. N'est-ce pas? Si par exemple, quand on dit on veut interdire tel ou tel pesticide, l'entreprise qui le fabrique a le droit d'attaquer l'État et de demander des dommages-intérêts, si en plus elle est partie prenante dans le tribunal, c'est un peu ça qui se passe, ça s'appelle les tribunaux d'arbitrage, là on est mal. C'est qu'on n'a même plus le droit de refuser d'être empoisonné. Alors c'est bien beau de dire je vais cultiver mes carottes au fond de mon jardin, je vais faire des incroyables comestibles, j'adore. Mais si on ne touche pas aux institutions qui permettent ce crime de haute trahison, et c'est même pas au profit des riches, moi je vais beaucoup plus loin, c'est trahison du genre humain face au genre inhumain. Les transnationales, comme je dis, ça s'appelle en droit des personnes morales, mais ce ne sont ni des personnes et elles ne sont pas morales.